Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de franc-maçonnerie et plus exactement d'histoire politique de la franc-maçonnerie en étudiant les points communs, on va dire des principaux régimes et États qui sont ouvertement assumés francs-maçons. Et évidemment le but ici est d'observer des similitudes qui vont tout simplement nous permettre d'en tirer des conclusions sur ce qui nous attend dans les mois et les années à venir, malheureusement, car nous verrons les schémas récurrents et répétitifs de la pensée et méthode de gouvernement franc-maçon, et qui évidemment est au service de la bourgeoisie financière, comme on le sait tous. Alors nous allons voir trois États ouvertement assumés francs-maçons, que sont, on va dire, la République française, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et après cet exercice on va dire, cette étude rapide, nous pourrons mieux comprendre, on va dire, leur logique, ce qui nous fera comprendre beaucoup de choses bizarres qui peuvent se produire aujourd'hui en France, mais aussi, on va dire, sur le plan plus sérieux de la géopolitique mondiale. Car en étudiant l'histoire, vous comprenez mieux, on va dire, le présent et vous pourrez deviner et anticiper le futur. Alors, commençons par la France, donc petit 1. Alors, la franc-maçonnerie, on va dire, a pris le pouvoir en France via une révolution de la bourgeoisie financière pour renverser un roi. Vous noterez que c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre avec ce qu'on appelle la glorieuse révolution en 1689, soit pile 100 ans avant la Révolution française. Bon, il y a des anniversaires qui ne doivent pas se rater, n'est-ce pas? Bref, et cette révolution anglaise a eu lieu juste quelques années avant que les loges maçonniques en Angleterre décident de créer une grande loge maçonnique unie en 1717. Mais ce n'est pas la naissance de la franc-maçonnerie en 1717, c'est juste le moment où toutes les loges se sont rassemblées officiellement, donc elles existaient donc bien avant, mais passons. Et du côté des États-Unis, on va dire la franc-maçonnerie a aussi pris le pouvoir politique en faisant une révolution contre un roi. Évidemment, ils ont pris le pouvoir politique en faisant donc une révolution, c'est toujours la bourgeoisie financière contre un roi. Et ici, le roi d'Angleterre en 1776, si je ne me trompe pas. Donc la première conclusion qu'on peut en tirer est que la franc-maçonnerie est un groupe de comploteurs qui agissent de manière cachée, sous faux drapeau souvent. Ça vous rappelle évidemment les attaques sous faux drapeau pour déclarer la guerre et des affaires comme l'explosion de Nord Stream. Et le plus flagrant est l'accusation infamante de complotisme, complotiste. Et sachant que les francs-maçons ont pris le pouvoir dans ces trois pays, donc les États-Unis, l'Angleterre et la France, par justement des complots. Donc ensuite, petit 2, qu'a fait, on va dire, la franc-maçonnerie une fois le pouvoir acquis? Eh bien, ça commence toujours par des guerres, des génocides et une attaque contre le catholicisme. Ainsi, en France, on va dire, les francs-maçons ont génocidé le peuple vendéen, donc un demi-million de Vendéens. En Angleterre aussi, il y a eu des massacres de masse, mais chez eux, ils ne s'appelaient pas les Vendéens, mais les Jacobites. Et aux États-Unis, évidemment, le génocide des Amérindiens, qu'on connaît tous. Bon. Donc, en France, on a génocidé le peuple français. En Angleterre, on n'a pas génocidé de suite, mais ensuite, ils se sont rattrapés avec le massacre de pas moins de 29 millions d'hindous. Ils ont également inventé les camps de concentration de la mort en Afrique du Sud contre les bourgs, dans la fameuse guerre des bourgs, sans oublier le massacre évidemment des Amérindiens, que les États-Unis vont pousser à un extrême, on va dire, assez horrible. Bon. Et en dernier de ce point, il y a l'attaque contre le catholicisme. Alors en Angleterre, ça a été une persécution très sanguinaire, en France aussi d'ailleurs, et aux États-Unis, c'était, on va dire, plus feutré, plus caché,
où ils ont davantage préféré promouvoir à fond le protestantisme et, on va dire, dégager les cathos de l'espace politique qui, souvent, étaient des Français. Car oui, un tiers des États-Unis actuels, donc vous prenez la carte des États-Unis, un tiers des États-Unis actuels étaient sous domination française. Et nous, n'étant pas francs-maçons à l'époque, on n'a pas ressenti le besoin de génocider les Amérindiens, mais les francs-maçons anglo-saxons américains s'en sont donnés à cœur joie. Donc, second point, comment on va dire, les francs-maçons au pouvoir n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur le peuple. Ça explique évidemment la logique des gilets jaunes, puis les francs-maçons adorent faire la guerre partout. Alors ça c'est quelque chose de frappant, les francs-maçons aiment faire la guerre partout. Alors on le verra également dans le troisième point, ce détail, avec... donc oui, pardon, il y a un vrai risque, j'y pense maintenant, il y a un vrai risque avec la guerre avec la Russie, parce que nous sommes évidemment sous régime franc-maçon, toujours dans ces trois pays. Et comme par hasard, les États-Unis, le Royaume-Uni, avec Boris Johnson qui a fait arrêter les discussions de paix en Ukraine, et maintenant Macron qui veut envoyer des troupes et du matériel en Ukraine. Donc vous voyez bien que c'est toujours pareil. Les francs-maçons qui sont derrière, ces régimes francs-maçons veulent toujours la guerre. Et maintenant, comme on le voit bien, le gouvernement français veut faire passer une loi comme quoi si tu refuses la mobilisation, tu as en gros 5 ans de prison et quelque chose comme 500 000 € d'amende. On nage en pleine folie. Donc oui, vous pouvez vous attendre à ce que la République française, à terme, tire à balles réelles, donc à nouveau à balles réelles sur le peuple. D'ailleurs, toutes les républiques en France l'ont fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc quand les manifestations du désespoir populaire vont s'intensifier dans nos rues, eh bien, ne vous étonnez pas si la République, franc-maçonne au service de la bourgeoisie financière, fait tirer à balles réelles sur le peuple. Donc on parle bien de femmes, d'enfants et de vieux. Donc tout comme il est normal pour ces gens-là d'aimer la guerre. Mais ça on va le voir de suite dans le troisième point. Donc petit 3, l'amour de la guerre et la passion pour la colonisation. Alors on a vu que les francs-maçons adorent prendre le pouvoir en faisant une révolution, puis ils se lancent dans de grandes guerres. On pourrait presque croire que c'est du religieux pour eux. Comme s'il fallait faire, on va dire, un sacrifice de sang à leur dieu luciférien et infernal. Ainsi, la République en France s'est lancée dans des guerres à travers toute l'Europe, faisant pas moins de 1,5 million de morts côté français, et on ne parle pas évidemment du génocide vendéen. Ensuite, quand la franc-maçonnerie est revenue au pouvoir avec la Troisième République s'est lancée dans de vastes campagnes de colonisation du monde, et l'Angleterre, on va dire, a fait pareil, ils ont colonisé le monde, tout en sacrifiant évidemment le peuple dans les affres de cette nouvelle révolution qui s'est faite, qui s'appelle la révolution industrielle. Et comme évidemment vous le savez, cette révolution industrielle s'est faite quand la franc-maçonnerie était la plus puissante. Et ils ont adoré exploiter le peuple, les réduisant à une misère, assez tragique, en les réduisant à un statut de de semi-esclave. C'était ça, la révolution industrielle pour le peuple. Et on va dire, des écrivains comme Émile Zola l'ont très bien écrit dans des livres comme Germinal, par exemple. Bref. Alors, aux États-Unis, c'était leur continent qu'ils ont colonisé. C'est la grande période, on va dire, de la fameuse de la grande conquête de l'Ouest. Et évidemment, avec le génocide de dizaines de millions d'Amérindiens sur le territoire américain. Et maintenant, le territoire américain est gigantesque. Mais, bon, petite parenthèse, les États-Unis, c'est aussi le seul pays à peu près dans le monde à s'être agrandi par l'argent, en achetant tel ou tel territoire, car au fond, leur armée était d'une nullité abyssale. C'était déjà le cas du temps de leur révolution, où c'est la France qui a dû tout payer, envoyer des armes, puis ensuite, comme c'est tellement nul, comme le soldat américain était tellement de mauvaise qualité, la France a dû envoyer une armée pour finir le travail, et une flotte. Bon. C'est ce qui a fait le grand déficit qui a ensuite causé la révolution. Bref. Et ce qui est drôle est que la Russie,
fut aussi infecté de francs-maçons à ces époques-là, comme par hasard. Ça a donné des immenses conquêtes territoriales de la Grande Russie, puis ça a fini par une révolution. Mais passons. Notez aussi que c'est au moment où la franc-maçonnerie était la plus influente et puissante qu'on a eu les deux guerres mondiales. Et ce n'est pas du tout un hasard. Il fallait évidemment servir le dieu pognon par un sacrifice humain. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers une nouvelle crise, vers une crise bancaire et boursière, quasiment aussi grave qu'en 1929. Et cette crise de 1929 n'a pu être réglée que par deux guerres mondiales. Donc, si nouveau crash il y a, attendez-vous à ce que les élites franc-maçonnes ou franc-maçonnisées utilisent à nouveau la guerre mondiale avec le sacrifice humain qui va avec. Ça, on pourra s'y attendre. Et évidemment, cela est pour régler le problème que eux ont créé au passage. Donc, vos enfants vont mourir pour éponger les turpitudes de ces pseudo-élites. Donc oui, dans la logique franc-maçonne, déclencher une nouvelle guerre mondiale n'est pas du tout considéré comme déconnant. Passez-moi l'expression. Et pour, on va dire, bon, noircir un peu le tableau par une nouvelle couche de réalisme, dites-vous que l'immigration de masse va continuer. Car dans la logique franc-maçonne, il faut coloniser, coloniser et coloniser. Et donc, si on ne peut pas coloniser les autres, eh bien forcément, ils vont faire coloniser l'Europe par d'autres peuplades, surtout dans des pays chrétiens et cathos de préférence, pour remplacer, on va dire, ces cathos par des peuplades tout sauf chrétiennes. Et donc, une conséquence directe de l'idéologie maçonnique, donc cette immigration de masse est une conséquence directe de l'idéologie maçonnique qui a une soif de colonisation et surtout une haine viscérale de la chrétienté au point d'être prête à détruire les peuples d'Europe chrétienne s'il le faut, parce qu'eux ils veulent absolument détruire tout ce qui est chrétien. Donc non, si un candidat se dit républicain ou se revendique franc-maçon, eh bien dites-vous qu'il n'arrêtera jamais l'immigration de masse, jamais. Et cela, pas moins de 300 ans d'expérience maçonnique au pouvoir nous le prouve très clairement. Donc oui, attendez-vous à une hausse des tensions avec la Russie, puis avec la Chine, car la maçonnerie déteste la paix. Il faut toujours plus de sang à verser, à sacrifier à leurs dieux maléfiques. Et, petite parenthèse, l'avortement de masse fait partie de ce sacrifice d'essence satanique. Et c'est pourquoi vous pouvez vous attendre à ce que la prochaine étape va être l'euthanasie, à mettre l'euthanasie dans la Constitution. Ce sera un sacrifice supplémentaire pour leur dieu du mal. Donc vous voyez bien qu'en étudiant 300 ans d'histoire de pouvoir maçonnique dans 3 pays différents, vous comprenez bien mieux ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde. Vous comprenez mieux la lutte contre la vie qu'on observe actuellement. Et on l'observe tous factuellement. Ce que je dis est factuel. Et vous comprenez mieux, évidemment, la lutte contre la Russie, par exemple, et pourquoi ces régimes maçonniques font la promotion du grand remplacement et surtout font sans arrêt des guerres partout, partout. Car ils semblent réellement avoir besoin de faire ces rituels mortifères de sang à faire à sacrifier à leur divinité sombre. Et cela ne m'étonnerait pas que ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza soit encore un grand sacrifice en sang de ces milieux, on va dire, maçonniques. Mais comme je n'ai aucune preuve de ça, évidemment, je ne peux que mettre au conditionnel, parce que ça, c'est pas prouvé. Bon. Bref, ce qu'on peut conclure concrètement est que ce qui va venir ne sera pas rose bonbon. Et il faut absolument se préparer. Il faut se préparer sur le plan matériel, donc évidemment en faisant des stocks et un potager, et en se préparant, on va dire, sur le plan spirituel, donc évidemment en priant, en allant à la messe, en se convertissant, et en dernier, évidemment, il faut se préparer en développant son réseau autour de soi, afin évidemment de vous sortir de la solitude. Donc, n'ayez pas peur, préparez-vous, convertissez-vous, et sur ces belles paroles d'espoir, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, bien préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!